Bonjour et bienvenue à tous sur l'Éco c'est clair. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inflation. Donc, la lutte contre l'inflation est un objectif de la politique économique. C'est particulièrement le cas en Europe, où la stabilité des prix était un des critères de participation à l'union monétaire fixée en 1992 par le traité de Maastricht. Le même traité impose au système européen de banque centrale, donc la Banque centrale européenne par abus de langage ou BCE, de poursuivre cet objectif en priorité sur tous les autres. La BCE a chiffré cet objectif en indiquant juste avant le lancement de l'euro qu'elle chercherait à atteindre un taux d'inflation inférieur à 2% par an. Mais comment mesure-t-on cet objectif? C'est ce que nous allons voir tout d'abord dans cette première partie en décrivant la construction de l'indice des prix à la consommation ou IPC. Nous verrons alors qu'on pourrait également utiliser le déflateur du PIB et nous comparerons les résultats obtenus entre les deux mesures. Donc tout d'abord, l'indice des prix à la consommation. Il est très facile de mesurer l'évolution d'un seul prix. Cependant, lorsqu'on souhaite décrire l'évolution du niveau des prix dans une économie, on retrouve les mêmes problèmes d'agrégation que pour mesurer les quantités. Mais il y a une difficulté en moins pour les prix parce qu'ils sont tous exprimés dans la même unité, donc l'euro dans la zone euro. Donc comment résumer l'évolution du prix de biens différents consommés en quantités différentes tout en essayant de coller le plus possible à la réalité de l'évolution du pouvoir d'achat des ménages? La solution réside dans la construction d'un indice de prix. Celle-ci se fait en 3 étapes. On définit le panier du consommateur moyen, c'est-à-dire la répartition de son budget entre les différents biens et services qu'il consomme. On calcule le prix de ce panier de biens à intervalles réguliers, donc ça peut être mois, année, etc. On calcule l'indice des prix en rapportant le prix courant du panier à celui d'une année de base. La méthode semble très simple, mais il faut garder à l'esprit que l'économie est composée de milliers de biens. Donc l'exercice est quand même relativement lourd. Pour bien comprendre la méthode, nous allons regarder à travers un exemple pour calculer le prix du panier d'un bien. Donc on suppose que le consommateur moyen consomme 4 baguettes de pain et 2 litres d'essence chaque année. L'évolution du prix de ces deux biens est donnée dans le tableau suivant. Vous pouvez avoir 2013, 2014, 2015, avec le prix du panier en 2013 est de 8 et le prix du panier en 2014 est de 14. On choisit alors une année de base et on rapporte le prix du panier de biens de chaque année à celui de l'année de base. C'est à ce moment-là qu'on obtient l'indice des prix proprement dit. Ici, on a choisi 2013 comme année de base. Donc, comme l'indice de prix est un rapport entre deux variables mesurées dans la même unité, il n'a lui-même pas d'unité. Pour ça, on dit en base 100, base 175, mais ce n'a pas d'unité à proprement parler. Donc, il faut donc éviter les abus de langage. L'indice des prix ne mesure donc pas directement l'inflation. Il faut pour cela s'affranchir de la dernière étape et calculer le taux de variation annuel de l'indice des prix à la consommation, donc IPC. Comme nous ne disposons que de données pour 3 années, nous ne pouvons ne calculer que 2 taux d'inflation, comme on a l'année de base en 2013. Donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre l'indice des prix à la consommation en 2014 moins l'indice des prix en 2013, divisé par l'indice des prix en 2013, tout en multipliant par 100 parce qu'on cherche à avoir des pourcentages. Donc le taux d'inflation est donc le taux de variation de l'indice des prix à la consommation sur une période donnée. Mais cet exemple est évidemment simplifié. L'indice des prix à la consommation belge est en fait calculé depuis 2004 à partir d'un panier de biens regroupé en 12 rubriques dont les pondérations varient très fortement. Donc ici, pour la composition du panier des prix à la consommation, de l'indice des prix à la consommation belge en 2010, les produits alimentaires et boissons avaient une pondération de 19,23, donc ça veut dire qu'ils représentaient 19,23%, le tabac 1% à peu près, les articles d'habillement 6,24%. Ou comme on peut le voir, comme vous pouvez le voir, en plus en détail, on peut voir qu'on est en base 1000% et que les produits alimentaires représentent 167 de 1000%, donc 16,71% de l'indice. Avec, encore une fois, il y a différentes compositions et on ne met pas le même poids sur chaque chose. Le pain ayant un poids plus important que le riz parce que le pain serait plus cher et on en consomme plus. Le panier moyen ça ressemble à la consommation d'une personne normale. Mais
Comme on le remarque souvent, les produits consommés peuvent évoluer très rapidement. Donc la commission de l'indice a décidé en 2004 qu'on pourrait dorénavant ajuster tous les 2 ans la liste des produits contenus dans chaque catégorie. On peut donc ajouter ou supprimer des produits, ou encore modifier leur définition. L'indice base 2004 est entré en vigueur en 2006. Il a donc déjà subi 2 ajustements, l'un en 2008 et l'autre en 2010. Le nombre de produits recensés est donc passé de 507 en 2006 à 518 en 2008, puis 520 en 2010. Donc lors de l'ajustement de 2010, on a par exemple ajouté les lecteurs MP3, MP4, mais on a supprimé les lecteurs de CD portables. Comme il ne représentait plus une consommation qui pourrait être jugée comme étant représentative. Mais on a aussi ajouté les ordinateurs portables à la définition des ordinateurs. Vous pouvez trouver ça sur internet, sur le site normalement des instituts de sondage, Stadbel en Belgique et l'Institut en France. Vous pouvez avoir toute la liste comme je vous ai montré juste avant, pour avoir la représentation exacte de comment est constitué l'indice et la composition donc, du panier de biens. Mais pour suivre, dans les statistiques des pays européens, on va rencontrer probablement le sigle IPCH, qui correspond à l'indice des prix à la consommation harmonisé. Cela signifie simplement que les pays européens ont harmonisé leur méthode de calcul de l'indice des prix à la consommation pour rendre leur taux d'inflation directement comparable. Le principe de construction de l'indice des prix à la consommation harmonisé est donc rigoureusement celui que nous venons de voir. Bien que sa construction soit en principe simple, l'indice des prix à la consommation admet donc 3 lacunes principales. Comme on le voit ici. Le premier, c'est le problème de substitution. Donc l'indice des prix à la consommation repose sur l'hypothèse que le panier de biens représentatif est invariant. Or, si les prix relatifs évoluent, les consommateurs vont évoluer la répartition de leur budget en substituant aux biens dont le prix a augmenté des biens moins coûteux. La composition du panier de biens va donc s'éloigner de celle de la consommation effective parce que les consommateurs se tourneront de préférence vers les biens les moins chers. Donc par exemple, avec les hard discounters comme Lidl, les gens sont passés de produits plus chers en allant plus vers des produits moins chers, ce qui fait évoluer le panier et la composition du panier parce que on parle en prix. Donc si ce qu'on achète est moins cher, ça fait baisser sa part. Donc c'est lié aussi à le problème des biens nouveaux. Donc la composition du panier est en principe fixée une fois pour toutes, même si on peut voir qu'en Belgique par exemple il est sujet à évolution régulière. Il ne peut prendre en compte tous les biens nouveaux alors que l'évolution de leur prix peut sensiblement être différente de celle des autres biens. Donc quand on crée l'iPhone, c'est un bien nouveau, mais il n'entre pas tout de suite dans la composition de l'indice. Il faut attendre quelques temps. Comme on a vu pour le MP3, MP4, il fallait attendre 2010. Et aussi, le dernier problème qu'on rencontre, c'est le problème de l'évolution de la qualité des biens. Grâce au progrès technique, la qualité des biens tend en général à s'améliorer. Par exemple, les ordinateurs sont bien plus puissants maintenant qu'ils l'étaient il y a 10 ans ou même 5 ans. On remplace sans s'en rendre compte des biens anciens par des biens de meilleure qualité et plus puissants, c'est comme ça qu'on attend meilleure qualité. Ou même les voitures sont plus performantes, elles consomment moins, ce genre de choses. Donc la composition du panier de biens représentatifs n'est donc pas constante dans le temps. Donc ces 3 problèmes créent un biais dans le même sens. L'indice des prix à la consommation, donc IPC, tend à surestimer l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'effet Boskin. Donc Michael Boskin est l'économiste qui a dirigé la commission sur l'indice des prix à la consommation, chargé par le Sénat américain d'estimer le biais dans la mesure de l'inflation dans les années 90. Le comité a conclu que la surestimation de l'inflation s'élevait environ à 1 point de pourcentage du taux d'inflation. Un taux de variation de l'indice des prix à la consommation de 1% correspondrait ainsi à une variation nulle. Pour pallier ces inconvénients, les instituts chargés de mesurer l'inflation modifient la composition des paniers de biens environ tous les 10 ans. Par ailleurs, on essaye de tenir compte de l'évolution de la qualité des biens grâce à la méthode des prix hédoniques. Cette méthode consiste à corriger l'augmentation de la qualité du bien en tenant compte de ce que les consommateurs sont prêts à payer pour l'écart de qualité. Par exemple, supposons que le prix des ordinateurs soit resté le même entre 2012 et 2013,
mais que tous les ordinateurs de 2013 soient équipés d'un graveur de DVD intégré. Supposons qu'on ait mesuré que les consommateurs seraient prêts à payer 10% de plus pour un ordinateur équipé d'un graveur de DVD que pour le même ordinateur sans graveur de DVD. Cela signifie donc que les prix des ordinateurs en 2013 a en fait baissé de 10% par rapport à 2012. Donc, comme la qualité et les gens seraient prêts à payer 10% de plus grâce à la hausse de la qualité, donc de fait le prix de l'ordinateur a en fait baissé de 10% comme le prix de l'ordinateur n'a pas bougé sur la période. Donc ces méthodes ne sont pas complètement satisfaisantes car si la composition du panier de biens change trop souvent, l'indice perd donc de son sens parce qu'on ne peut plus l'analyser et faire des évolutions d'indices comme l'indice a changé entre temps. Et de plus, la méthode des prix hédoniques ne peut s'appliquer à tous les biens parce qu'on ne dispose pas toujours d'une mesure objective de l'amélioration de la qualité, comme par exemple pour les soins médicaux. Donc c'est pour ça que, compte tenu de ces lacunes, il est utile de le compléter par une autre mesure de l'inflation. C'est une des utilisations du déflateur du PIB. Pour mémoire, le déflateur du PIB est le rapport entre le PIB nominal et le PIB réel. Comme l'indice des prix à la consommation, le déflateur est un indice et n'a donc pas de sens en soi. En revanche, sa variation, comme pour l'indice des prix à la consommation, donc c'est souvent T1, donc le temps, par exemple 2014, ou en 2013 divisé par 2013 multiplié par 100 pour avoir les pourcentages. Donc c'est cette variation qui donne une indication de l'évolution des prix. On doit donc s'attendre à ce que l'évolution du déflateur et de l'indice des prix à la consommation soient très proches l'une de l'autre. Il existe cependant deux différences importantes entre les deux indices. Le déflateur concerne l'évolution de tous les prix et services produits sur le territoire, alors que l'indice des prix à la consommation n'intègre que le prix des biens consommés par les consommateurs présents sur ce territoire. Ouais, parce qu'on a vu que le panier, la composition du panier de biens pour l'indice des prix à la consommation est fait en fonction des produits consommés, alors que le déflateur prend en compte le PIB, donc les produits produits. Donc l'IPC n'intègre donc pas le prix des commandes publiques, pour tout ce qui est matériel militaire, infrastructure, alors que le déflateur le fait bien. À l'inverse, l'indice des prix à la consommation intègre le prix des biens importés, comme par exemple l'essence, alors que le déflateur ne le fait pas, comme ce n'est pas produit. En tous les cas pour les pays qui ne produisent pas de pétrole, comme France, Belgique, Allemagne. Et on a vu que la composition du panier de biens sur lequel est basé l'indice des prix à la consommation n'est que rarement révisée. En revanche, la composition du PIB s'ajuste en permanence aux quantités produites. Le déflateur est donc calculé à partir de quantités qui s'adaptent en permanence. Par conséquent, les taux d'inflation mesurés à partir de l'indice des prix à la consommation et du déflateur se ressemblent mais ne coïncident pas. Le graphique suivant, le graphique juste après, ici on peut voir, vous permet de comparer la différence entre l'indice des prix à la consommation et le déflateur du PIB. L'indice des prix à la consommation étant la ligne bleue et le déflateur étant la ligne rouge. Donc on voit que l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation, donc la ligne bleue, ressemble beaucoup à celle obtenue à partir du déflateur. On repère cependant une exception majeure au début des années 80. L'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation y dépasse très nettement celle que donne le déflateur. Cette méthode est de plus marquée par une très forte inflation, presque plus de 9%. Comme ici on est aux États-Unis, l'inflation a été plus élevée qu'en Europe, pour savoir, parce qu'on était avec l'indice des prix à la consommation, avec l'IPC d'environ 9% en 1982. Donc, ce phénomène est typique d'un choc pétrolier dans un pays importateur de pétrole. On l'aurait d'ailleurs retrouvé dans les autres pays européens, parce que ça c'était pour le 9% de l'IPC en 1982, c'était pour la Belgique, ça c'est pour la France, les États-Unis, pardon. Et c'était malgré tout, même si c'était malgré tout un pays importateur de pétrole dans les années 80, même si dernièrement cela évolue, comme les États-Unis produisent des fameux gaz de schiste qui leur permettent de produire de plus en plus de pétrole. Donc on verrait moins dorénavant cette différence aux États-Unis comme ils produisent du pétrole. Donc ce phénomène-là de différenciation entre les deux, on l'aurait également vu dans tous les pays européens qui importent du pétrole. Donc
la raison à cela, c'est qu'un choc pétrolier augmente le prix des importations de pétrole, donc de tous les produits dérivés. Oups, pardon. Pardon. Hop. Voilà. Le choc pétrolier augmente le prix des importations de pétrole, donc de tous les produits dérivés du pétrole. Comme ces produits, comme l'essence, constituent un poste important du budget des ménages, le choc pétrolier affecte très fortement l'indice des prix à la consommation. Donc, en revanche, comme le pétrole n'est pas produit sur le territoire national, il n'affecte qu'indirectement le PIB, donc le déflateur. C'est pourquoi le déflateur reflète moins le choc pétrolier que l'indice des prix à la consommation. Là encore, ce serait différent si le pays était importateur de pétrole. Comme là, on n'aurait pas ce choc-là, mais on aurait d'autres chocs. Par exemple, en Arabie Saoudite ou au Qatar, ils n'importent pas de pétrole comme ils le produisent, mais ils importent beaucoup de denrées alimentaires comme le blé, la viande ou ce genre de choses. Et donc, s'il y avait des chocs alimentaires, ça ferait la même chose. Il y aurait une différenciation entre le déflateur et l'indice des prix à la consommation. Mais ce ne serait pas le cas pour le pétrole, pour le choc pétrolier. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse sur l'inflation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Si vous avez des sujets qui vous intéresseraient que je parle ou que j'analyse, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. A bientôt dans une prochaine vidéo.